ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pondra. Je salue Patrice Savicki, qui est l'organisateur des Cafés Histoire, qui nous a bien aidé pour démarrer le Café BD Histoire, et aussi le Vieux Châtelet qui nous accueille. Donc Café BD Histoire, la différence avec le Café Histoire, où il y a un historien, une historienne qui est invité et qui parle d'un sujet, je crois que Jean-Clément Martin connaît ce Café Histoire pour y avoir participé. Là, la différence, c'est qu'on invite des auteurs, des autrices de bande dessinée historique, avec aussi une historienne, un historien, pour avoir un peu ce regard historique. C'est ce qu'on fait avec le site d'Histoire. Cet œil de l'historien sur la production de bande dessinée historique est assez importante dans la production totale. Et on s'est dit, pour démarrer le concept du Café BD Histoire, qu'il fallait frapper un grand coup et inviter des auteurs qui ont réalisé des albums vraiment marquants, des albums de BD historique vraiment marquants depuis ces dernières années. Et on a pensé assez rapidement à Révolution, de Florent Groisel et Youn Locard, parce que, effectivement, je ne sais pas si tout le monde les a lus ici, mais c'est assez bluffant, stupéfiant, fabuleux, cette fresque historique qui fait pour l'instant 500 pages et qui en fera 1000 à la fin, avec ce degré de détail, ce degré de connaissance historique qui a été retranscrit avec fluidité dans le récit. Donc c'est pour ça qu'on voulait inviter Florent et Youn pour nous parler de ça, et puis avec comme témoin un grand spécialiste de la Révolution française, Jean-Clément Martin, et Révolution française et guerre de Vendée, qui va pouvoir aussi éclairer certaines choses et nous donner et grand amateur de bande dessinée également, donc il va pouvoir parler avec les auteurs de cette série, de cette tétralogie, de cette trilogie en 4 tomes. On va peut-être commencer par présenter un peu pour si dans le public il y en a qui n'ont pas encore lu les albums. On va peut-être commencer par le présenter rapidement, faire une sorte de pitch de Révolution. Eh ben, bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Un petit pitch de Révolution, donc c'est une histoire, disons, comment dire ça, quoi. C'est une volonté de raconter la Révolution française d'une manière un peu nouvelle, qui nous semblait vraiment manquer, en fait, quoi. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un gros déficit d'appropriation à la fois de la culture populaire et aussi d'une lecture vraiment d'extrême gauche, presque de la Révolution française. À la base, c'est pas facile de pitcher, hein, surtout un truc si long et tout. Dans nos envies, il y a de ça, quoi. Donc donner un contre-récit, se réapproprier, nous, depuis l'œillet depuis lequel on regarde la situation contemporaine et l'histoire de France et tout, on avait l'impression que vraiment, pour nous, mais aussi pour d'autres gens dont on partage un peu le destin et puis une vision du monde, on avait besoin de redonner un récit de la Révolution française qui soit plus enthousiasmant et qui soit plus révolutionnaire, en fait, peut-être. C'est peut-être ça le mot, quoi. C'est-à-dire qu'elle est trop souvent racontée comme la fondation de la France qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc, comme un récit fondateur d'un ordre, alors que du coup ça la dépossède complètement de sa puissance révolutionnaire, quoi. C'est très paradoxal comme rapport de fonder un État et un ordre sur une révolution qui a commencé, qui était surtout de détruire l'ordre ancien, quoi. Donc dans ce projet-là, nous on n'est pas du tout historiens, on connaissait pas la Révolution, on avait cette envie-là. Du coup on s'est mis à l'étudier en autodidacte, quoi, au départ. Et puis on a voulu en donner un récit choral, donc c'est un récit où il y a beaucoup de personnages qui viennent tous de milieux un peu différents, qui peuvent avoir existé, mais qui sont pas des personnages de premier plan historique, quoi. Et
et qui font leur petit bonhomme de chemin dans le tumulte révolutionnaire. Et puis en trame de fond, il y a nous qui au fur et à mesure nous documentons et puis évoluons et puis apprenons de plus en plus de choses sur la période. Et en fait, on se laisse porter aussi et on évolue, on se fait notre propre lecture de la Révolution au fur et à mesure, quoi. Donc on ne sait pas comment ça finit. Et c'est aussi l'histoire de notre rapport à la Révolution française, en fait, quoi, qui s'écrit au fur et à mesure, quoi. Et alors, pourquoi la Révolution? Parce que tous les deux, vous avez déjà fait une bande dessinée historique qui s'appelle Éloi, qui, là c'était plutôt au milieu du 19e siècle, ça n'avait pas de rapport direct avec la Révolution. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans la Révolution, dans ce sujet-là? Parce qu'on a l'impression que ça parle à plein d'égards d'aujourd'hui, je pense. Enfin, la première envie ou idée de parler de la Révolution, c'était pas forcément d'ailleurs de l'ancrer dans le contexte vraiment historique des dernières années du 18e, quoi. Il y avait presque une idée de prendre ces thèmes ou ces tropismes, ces personnages, et de les mettre dans un autre contexte. Mais en fait, il y avait aussi assez vite en fait l'idée que c'est une révolution bien particulière. Elle n'est pas non plus transposable comme ça. Il y a des conditions qui font que c'est celle-là et pas une autre. Et puis, moi je sais pas, je parle pour moi, mais en vrai, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait presque un dégoût, un désintérêt, quoi, pour la Révolution française, quoi, qui m'interrogeait moi personnellement, quoi. Pourquoi est-ce que j'étais si peu attiré vers cette période? Pourquoi elle avait l'air si chiante et désespérante, à la fois politiquement, mais même, je sais pas, dans les manières qu'elle a d'être racontée en permanence, quoi. Et ça interroge, en fait. Quand on fait des images, on se dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui fait que telle période, mais ça pourrait être vrai pour pas mal d'autres, hein, mais celle-là en particulier, quoi. Et quand on voit la production en BD, mais pas que en fiction, en tout cas autour d'autres événements politiques, quoi, qui sont assez porteurs de sens, mais évidemment la Commune, quoi, qui est quand même un truc qui a été beaucoup travaillé par la BD, quoi, de manière assez particulière, quoi, alors que j'en sais rien, la littérature s'en est sans doute beaucoup moins, c'est tenu à l'écart de ça, ou peut-être en tout cas un peu plus, quoi. Ou le cinéma, la BD s'est intéressée à la Commune, alors que la BD s'intéressait a priori très peu à la Révolution, ou alors de manière vraiment... En fait, il y en a pas mal, hein, quand on fait mais c'est toujours un peu sur le même mode, quoi. D'une espèce d'histoire illustrée qui fait pas du tout confiance au médium, quoi, pour raconter les choses, mais beaucoup plus au dessin pour faire éventuellement passer, simplifier des choses, une espèce de chronologie illustrée. Et ça, c'est horrible à lire, quoi, en tant que lecteur de BD. Donc il y avait un vide il y avait un vide, quoi. Il n'y avait pas de BD autour de ça. Il y a peu, comme disait Youn, d'histoires, en tout cas d'œuvres de culture populaire qui parlent de la Révolution. Parce que aussi, en fait, on s'en rend bien compte, en vrai, c'est hyper... Il y en a quelques-unes qui sont bien, qui sont réussies, mais c'est pas facile de s'attaquer à ce sujet-là et de faire quelque chose de... Il y a tellement d'enjeux, quoi. Et plus le temps passe et plus il y a d'enjeux, on a l'impression, quoi. Quand on a commencé, en vrai, c'était vraiment on était un peu fou de faire ça, quoi. C'est pour ça que ça prend du temps. Et justement, alors effectivement, ça prend du temps, mais ça prend aussi du temps parce que vous avez choisi la rigueur historique, même si vous n'êtes pas historien de formation et de profession. Vous avez choisi la rigueur historique pour témoigner de tout ça. Peut-être que Jean-Clément Martin a un mot à dire là-dessus sur ce choix d'aller au plus près des faits historiques et de les mettre dans une perspective, ce qui était encore plus compliqué que de choisir peut-être quelque chose de plus fictionnel et de se laisser un peu porter par la chronologie plus ou moins précise. Ça c'est quelque chose qui vous a marqué, je pense.
J'ai envie de répondre à votre question d'avant. Eh ben, c'est possible. Merci. Sur le pitch. Parce que finalement, je trouve qu'ils n'ont pas pitché, si j'ose dire. Ouais, Non, désolé, j'ai pas- non, parce que bon, moi, ce qui me frappe, c'est 300 pages d'une bande dessinée hyper chargée de textes et de personnages sur, grosso modo, 4 mois, d'avril 91 à juillet 91. Juillet, donc le 17 Il y a juillet. octobre. Ah oui, non, pardon, pour la deuxième. Pour la deuxième. Ouais. Non, je ne parle pas du premier. Ouais, hein. on démarre Il y a- fin février, disons de la fin de l'hiver oui. jusqu'au début de l'été. C'est ça. Mais le premier volume, pardon, pardon, le premier volume est vraiment sur 1789, et je dirais, bon, on s'y retrouve. On s'y retrouve, hein, on a l'habitude des meubles, on ne sait pas où passer. Bon. Mais là, paf, on part dans le noir. Ah non, dans le noir, il faudrait trouver le noir. On ne sait pas où on est, on ne sait pas avec qui, on ne comprend rien, et on est totalement paumé en mars-avril 91. Et on a même du mal, bon, je peux le dire quand même, parce qu'ils disent quelque chose, je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, j'oserais pas dire que vous le savez ici. Le carnaval avait été interdit, il était interdit de se déguiser, c'était une loi. Bon. Ils partent de cette idée-là, qu'ils n'expliquent pas, hein, parce qu'ils ne font pas de cadeau au lecteur. Bon. Et ils vont suivre comme ça tout ce qui se passe en 91 jusqu'à la fuite du roi, qui ne va pas à Varennes. Ça, ils ne l'ont pas dit hier. Hein. Donc, qui partait, qui a été arrêté à Varennes. Et qui va ensuite provoquer la fusillade. Ils sont gentils, hein. Ils n'insistent pas trop quand même sur les violences de juillet 91, mais ce moment où la révolution est en train de s'arrêter, d'être prise entre guillemets par les bourgeois, on est d'accord? Bon. Et c'est 4 mois, ou 5 mois à peu près. Moi, il me semble que c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que moi, alors, j'aime pas trop là, avec l'œil de l'historien, bon. L'œil de l'historien, c'est de dire, ben, ils ont raison, et les historiens et les historiennes ont eu tort de ne pas faire des choses aussi vivantes qu'ils ont fait. On peut dire ça comme ça, quand même. Chacun son travail. Oui, non mais c'est pas des louanges bêtes, hein, c'est pas parce que je les aime bien qu'ils sont à côté. Hein. C'est pas ça. Il y a quelque chose là qu'ils ont inventé. Je dis bien qu'ils ont inventé. Hein. Alors est-ce que c'est anarchiste? Oui, mais anarchiste au sens anarchie. Hein. Est-ce que vous êtes anarchiste de gauche ou de droite? Je ne sais pas. Alors, vous allez dire, vous êtes de gauche, mais vous êtes en train de tout dynamiter joyeusement. Bon, donc, derrière vous, c'est un peu... Mais il y a quelque chose là qui est un ton nouveau, un style nouveau et un mélange des genres et des gens. Bon. Et il me semble que ça, s'il y a quelque chose que je trouve, moi, d'intéressant, c'est vraiment cette audace qu'ils ont. Puis il y a une phrase que, je ne sais plus lequel de vous deux vient de dire, on fait comme si on sait pas où ça va finir. Mais ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Nous avons tous dans la tête, quand ça commence la Révolution, qu'il y a évidemment l'épisode guillotine, qu'il y a évidemment l'épisode Bonaparte, et que, bon, il y a toutes les cases. Hein, c'est comme au jeu de loi, paf, on suit, paf, c'est terminé. Bon. Ben, c'est pas vrai. Donc, essayez de retrouver l'imprévu, essayez de retrouver ce qui était contradictoire. Vos personnages sont contradictoires. Bon. Et vous savez vraiment pas où vous allez, mais c'est bien. Et le lecteur, je ne peux pas dire la lectrice parce que je parle de moi là, mais le lecteur, il s'accroche et il ne sait pas non plus où vous allez. Et ça, je trouve que ça, c'est intéressant. Bon, après, on pourra leur trouver des défauts, hein, mais ça, je vous laisse le soin de le faire. Ah bah alors justement, on va détailler un peu les originalités, les défauts, les nombreux défauts. On va commencer par les originalités Attends, Thierry, j'ai une question. Hein, Vas-y. Moi, je m'intéresse à l'histoire militaire, et par exemple, en histoire militaire de la Révolution, il y a un déficit d'élèves. Les professeurs d'histoire militaire de cette période ne trouvent plus d'élèves. Ça devient un champ sans chercheurs, quasiment. J'exagère, mais pas loin, quoi. Or, le succès de votre travail
Et ce que vous dites sur l'intérêt de cette révolution montre qu'en fait il y a un appétit de la population, des gens pour la révolution, quoi. Or, il y a une sorte de paradoxe entre une forme de désintérêt des chercheurs, mais ça Jean Clément, vous savez beaucoup mieux que moi, et en même temps un appétit populaire pour ça et pour la façon dont vous le racontez, qui est une façon très savante. C'est pas une façon facile de raconter la révolution. Bah à la fois, ce qui est amusant aussi, c'est ce que tu disais Florent, quand il y a 9 ans, on a commencé à travailler là-dessus, on avait aussi le sentiment de travailler sur un truc qui n'intéressait plus personne, quoi. Et que c'était mort, quoi. Et en fait, c'est plus du tout le cas maintenant. J'ai plus du tout ce sentiment aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a les deux pieds dans un truc où la fosse des crocodiles, un peu. Enfin, il y a un truc où c'est remonté aussi. Donc, en fait, voilà, il y a eu... Au moment où nous on travaillait, on pourrait parler de ça aussi. Il y a toute une historiographie qu'on a découvert. Nous on était là, quand on a commencé à s'y intéresser, on s'est mis à lire des trucs qu'on soupçonnait pas du tout qu'ils existaient. Et puis il y a eu le livre de Juillard, 14 juillet, il y a eu la pièce de Pomeray, il y a eu le film de Pierre Scholler. On est vraiment dans un train de gens qui ont chopé les mêmes lectures au même moment, qui n'étaient pas toutes nouvelles en plus, quoi. Mais qui jusque-là, personne s'en était trop emparé. Et ce train-là, il arrive en gare au moment où les gilets jaunes sortent dans la rue. Il y a un truc qui est aussi d'air du temps, quoi, qui nous échappe complètement, dans lequel on s'est retrouvé embarqué, mais sans faire exprès. Et en effet, le rapport aujourd'hui, je pense que par rapport à il y a 10 ans, c'est plus du tout le même rapport qu'a la population à la révolution. Ça a vachement changé, quoi. Vous êtes peut-être à l'origine de ça. Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Nous, on est pris dans ça, quoi. Alors on va regarder en détail pourquoi il faut lire Révolution et pourquoi c'est des albums marquants en bande dessinée historique. Et moi je commencerai par justement cette atmosphère, ces sensations qu'on a en lisant. On a l'impression de voir un documentaire de quelqu'un qui est descendu dans la rue, caméra sur l'épaule, et qui est pris dans la foule et qui regarde autour de lui ce qui se passe. Ça, c'était dès le départ, vous sentiez qu'il fallait aller au plus près et pas prendre les choses d'un peu haut pour raconter. Ouais, c'était... Les premières envies qu'on avait, c'était de faire un carnet de voyage dans les rues de Paris. On l'avait vraiment pensé comme ça, on pensait même que formellement ça pourrait prendre cette forme à certains moments, quoi, que la BD puisse tout à coup se transformer en page de carnet, quoi. Parce qu'on avait envie de faire ces images-là, je pense. Après, ça s'est avéré quand même plus compliqué à faire que... Voilà. Mais les premières envies, elles sont vraiment là. Ouais. De faire la caméra à l'épaule, peut-être pas, parce que c'est pas, on s'imagine pas toujours... C'est une bonne question d'ailleurs, hein, mais des fois on s'imagine caméra à l'épaule. Parce qu'on a ce vocabulaire commun avec le cinéma et puis qu'on en voit beaucoup et que c'est un vocabulaire qu'on utilise quand même aussi assez volontiers à certains moments. Et à d'autres moments, on est vraiment dans plus le vocabulaire de dessinateurs, quoi, de gens qui ont du coup se posent, qui dessinent quelqu'un, mais le mec se barre. Il y a un truc comme ça de la pratique du carnet qui est un truc très important pour nous, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça se... Enfin, ça c'est pas complètement évacué du tout des scènes par exemple, qui sont là, quoi. Et en même temps, c'est un bon exemple parce qu'il y a un peu ce truc là, et puis quand on a envie, tac, on fait s'envoler un drone et puis on voit la rue et tout, et on est dans un vocabulaire d'image qui est éminemment plus moderne en fait dans la conception, quoi. Les gens de l'époque, jamais ils auraient fait une image comme ça, quoi. Complètement impossible pour eux. Nous c'est possible aussi parce qu'on a des moyens, on utilise des trucs genre Google Street View maintenant, tout tape Paris en 3D, quoi. C'est comme, enfin c'est pas formidable toujours à utiliser pour dessiner, mais ça donne en tout cas une idée des espaces et tout, quoi. Je sais que là pour le deuxième tome, il y avait ce truc du champ de Mars, on peut se mettre à la place où on a envie de faire l'image, et puis tac, il y a la tour Eiffel, il faut la virer, la remplacer par l'hôtel de la Patrie, enfin, il y a un truc comme ça. Et de pouvoir le faire en 3D, c'est hyper intéressant et à la fois hyper troublant.
c'est quand même des questions aussi qu'on se pose, quoi. Comment est-ce qu'on joue avec ça? Pourquoi est-ce que tout à coup on montre la Bastille comme ça, vue du dessus? Qu'est-ce que ça produit comme effet alors que tous nos personnages sont au contraire au ras du sol tout le temps, quoi. Donc c'est à la fois des moments de respiration dans le récit, mais c'est pas anodin de faire ces images-là, quoi. C'est pas anodin. Là, on voit la belle double page sur la Bastille. Vous n'avez pas fait de maquette comme François Bourgeon Non. On est nuls. Pour savoir. On est vraiment des feignasses. C'est ça, c'est pour savoir jusqu'où on peut pas faire comme François Bourgeon. vos névroses. C'est un malade. Oui, je peux dire quand même, vous n'avez pas fait de maquette, mais vous avez redessiné toutes les fenêtres des Tuileries. On ne peut pas le voir, parce qu'il nous présente les Tuileries, une fuite d'oiseaux. C'est tout à fait génial, parce que le palais des Tuileries a disparu. Donc il faut vraiment faire aujourd'hui ce travail de recomposition. Et là, vous réussissez à le montrer. Et c'est vraiment grâce à quelqu'un qui... Oui, grâce à quelqu'un qui a fait ce boulot-là, quoi. De maquettes en 3D, quoi, justement des Tuileries dans différents états, mais sans ça, on aurait été un peu... C'est vrai que le bâtiment des Tuileries est hyper intéressant parce qu'il est absent et personne ne le connaît. Et c'est marrant de montrer, autant la Bastille, c'est une image que les gens connaissent un peu, mais montrer ça, en fait, c'est hyper étrange parce que même les gens qui connaissent assez bien l'histoire de Paris et tout n'ont pas d'image hyper précise en tête, quoi, des Tuileries, et surtout pas en plus du quartier qu'il y avait devant, à la place la place du Carrousel, la cour du Louvre, enfin, tout ça a été loti de maisons et tout. C'est vraiment des images qu'il a fallu aller... c'est compliqué de trouver des sources là-dessus. J'aimerais quand même ajouter brièvement, parce qu'il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous avez ajouté, et vous avez eu raison, la salle du manège. La salle du manège où se retrouvent les députés jusqu'en 1793. Cette salle a disparu au 19e, on ne la retrouve plus, il n'y a pas beaucoup d'images. Je le disais tout à l'heure, pour moi ils ont fait une grave faute, ils ont mis 9 fenêtres sur la façade de la salle du manège. Les témoignages disent qu'il y en avait 6. Bon, c'est un vrai scandale. Je pense qu'on peut arrêter là tout de suite. Bon, mais ceci étant, moi je n'avais jamais imaginé cette salle présentée comme ça. Et ça, il a disparu, on n'a plus de traces. Et en revanche, vous présentez le club des Cordeliers, avec le couvent des Cordeliers, qu'on retrouve à côté d'Odéon, si on y va, c'est marqué encore, et on retrouve même la forme de l'église. Bon. Donc, c'est très rassurant dans un sens, parce que on voit bien, on peut reconnaître, je dirais que ces deux messieurs ne disent pas que c'est la salle du manège, ne disent pas où elle est, ils ne disent pas non plus que c'est le couvent des Cordeliers, c'est le lecteur qui doit faire le boulot pour aller savoir où c'est. Hein. Mais c'est, de ce point de vue-là, passionnant de suivre ce que vous inventez comme ça. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on tire un fil, il y a 3 fils qui viennent, donc on tire 3 fils, il y en a 9 qui viennent et il y a 10 000 questions. Alors on va peut-être s'attarder un petit peu sur la documentation. Puisqu'on en est là, documentation pour le récit et documentation graphique. Quelle est votre documentation? J'imagine que vous avez lu beaucoup. Oui, on a lu beaucoup, évidemment. Surtout comme on part vraiment de zéro, on a le loisir de y aller, quoi. Donc au début, on a commencé par lire un peu tout ce qui nous tombait sous la main. Après... Aujourd'hui, on est quand même plus précis dans ce qu'on lit. Après, ça peut être très varié quand même. En fait, on passe beaucoup de temps, surtout qu'on habite en Bretagne tous les deux, quoi. Donc on n'a pas accès aux archives. Je veux dire, en fait, il y a 30 ans, on n'aurait pas pu faire ce boulot-là en habitant à Lorient, quoi. Il aurait fallu qu'on habite à Paris et qu'on passe notre vie dans les archives et tout, quoi. Là, on passe beaucoup de temps sur les collections numérisées de la BNF et de Paris Musée. Là, ils ont un site où tout est centralisé. Ce qui fait qu'on consulte aussi bien les archives de l'Assemblée qu'à peu près l'ensemble de la presse de l'époque très facilement, quoi. Et aussi toute l'iconographie, les collections du musée Carnavalet, des archives et tout qui sont en ligne. Donc on a un accès aux sources qui est quand même
assez illimité, enfin on a accès à vraiment beaucoup de choses. Ce qui des fois en fait nous submerge, hein. Je pensais d'ailleurs sur la Révolution, c'est vraiment le problème majeur, j'ai l'impression, c'est le risque majeur, quoi, c'est d'être mangé par notre sujet, quoi. Et je pense que, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je pense qu'on joue dangereusement avec ça, quoi. En effet, c'est des trucs qui sont durs à lire, quoi. Mais c'est vraiment le sujet, je pense, c'est un... Il y a un côté un peu comme une malédiction de vouloir s'y attaquer. C'est tellement compliqué, quoi. Parce que graphiquement, une vue comme ça, comment on fait? Quels sont les Mais en fait, Versailles, ça a pas tellement changé. Hein. Ouais. Versailles, c'est genre. Voilà, du coup, c'est une vue de Versailles. Je pense que les bâtiments qui sont au fond, ils sont toujours là. Il n'y a que le premier plan, il suffit d'avoir une espèce de petit vocabulaire de maison d'époque à remplacer. On remplace les immeubles un peu trop récents qui sont pas si nombreux. Versailles, pour le coup, c'est marrant parce qu'on s'est servi notamment de temps en temps, on est allé à Versailles, et tac, on prend des photos parce que le bâti versaillais a pas trop morflé. Donc ça donne une assez bonne idée de comment étaient les rues à Paris. Quoi. Alors qu'à Paris, c'est vachement difficile, à part dans quelques coins. Maintenant, on a un peu l'œil, quoi. On voit, ok, ce bâtiment-là, c'est trop tarabiscoté pour être plus récent, mais il y a aussi... Enfin voilà, je pense qu'on a une sensibilité qui se travaille autour de ça. Je dirais pas que ça, c'est pas vraiment une image qui est la plus difficile à... Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a... Enfin voilà, faut pas s'imaginer... Faut vraiment être aussi vachement... comment dire... garder toujours en tête une sorte d'ironie, hein. C'est que des conneries, hein. Vraiment quoi, il faut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. Il y a le risque de la reconstitution, de penser que les choses étaient comme ça. Donc en fait, effectivement, il y avait sans doute pas le bon nombre de fenêtres. Le club des Cordeliers, à un moment, il a été au Cordeliers, mais en fait, pendant très longtemps, il était dans un autre bâtiment, rue Dauphine. Ouais, je crois que c'est ça. Et les grands moments des Cordeliers, il n'était pas au Cordeliers, quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on trouve dans la doc, qu'on trouve plutôt d'ailleurs dans des textes pour le coup, parce que les images sont vachement rares. Et nous, tac, on va rue Dauphine, on essaye de trouver l'entrée, mais en fait c'est fermé, on sonne, il n'y a personne, il y a un truc de yoga, personne nous répond. Des fois il y a des trucs magiques, mais des fois il ne se passe rien. Là, en l'occurrence, on voulait trouver le vrai local. Enfin, dans l'album, c'est le vrai local. Mais pour la suite, par exemple, ça nous aurait servi d'avoir quelqu'un qui nous ouvre et qui nous montre. Et il n'y avait pas. Mais il y a un truc comme ça, comme disait Youn, c'est submergent, c'est sans fin. Il y a un truc on peut se laisser complètement bouffer par ça. Et en même temps, c'est souvent en cherchant des trucs comme ça, à creuser tel ou tel machin, qu'on va trouver autre chose. Des choses qu'on n'avait pas du tout prévues, qui n'étaient pas du tout... dans les livres sur la Révolution, quoi. Et c'est peut-être quand même plus ça qui suscite notre intérêt, notamment en tant que dessinateur, quoi, parce que donc c'est chouette de pouvoir montrer par exemple les Cordeliers et tout, c'est rigolo, mais bon, en fait, une fois qu'on a montré une salle d'assemblée comme ça, c'est hyper fastidieux à dessiner. Par contre, dès qu'on peut s'échapper et montrer un truc que nous on connaît pas, quoi, c'est pas les gens, c'est nous, quoi, en premier lieu. J'en sais rien, le cirque qu'il y avait au milieu du Palais Royal, ou l'espèce de machine à vapeur qui pompait l'eau sur les bords de la Seine pour alimenter les fontaines de la rive gauche. Ces trucs-là, tout de suite, ils accrochent notre envie de faire des images de ça, quoi. Et en plus, ça tombe bien parce qu'ils disent un changement hyper important de la société qui tout à coup rebat pas toujours les mêmes trucs révolutionnaires, la même imagerie facile, quoi. Je disais par exemple le bâti et tout, voilà, donc si on prend tout le temps les mêmes maisons, en fait c'est comme pour les costumes, quoi. On a appris à dessiner les mecs avec des culottes, maintenant il faut qu'on apprenne quand même, ils changent en fait, la mode par exemple change à fond pendant ça. Je pense que ça se voit pour les gens qui ont un peu l'œil entre les deux albums, les gens sont pas du tout fringués pareil et ça va continuer. Et ça c'est intéressant parce que nous du coup ça nous stimule en tant que faiseurs d'images avant tout, quoi. Et après ce qui est intéressant dans la documentation c'est évidemment il y en a beaucoup, mais elle se sent pas dans votre travail. Ça c'est la première chose, et l'autre chose c'est que avec Thierry on a lu beaucoup d'albums sur la Révolution et quand on lit les albums on n'est pas surpris, c'est un univers qu'on connaît. Or quand on ouvre le vôtre,
on se dit waouh, j'avais jamais vu ça comme ça, quoi. Et on est embarqué dans un voyage quasiment touristique, dans une époque évidemment qu'on n'a pas connue, mais qu'on n'a jamais vu comme ça. C'est aussi ça qui fait la force et le succès de l'album, à mon avis. En tout cas, il y a une manière de se documenter qui n'est pas utilitariste, quoi. C'est pas, on se dit pas, bon, on va avoir besoin de tel décor, quoi. On se documente, on se dit, ah ouais, mais attends, du coup, ben ouais, je sais pas, on découvre un bâtiment, on découvre en fait, je sais pas, l'importance de boire du café, dans le régime alimentaire des prolos parisiens, finalement, qui se nourrissent de café sucré. On se dit, mais du coup, comment ils le préparent. Enfin, on part vraiment de la matérialité des choses, comme ça, du coup, quoi, on doit faire une scène, ouais. Enfin, ces choses-là, en fait, qui pourraient être l'arrière-plan, quoi, de notre histoire, en sont vraiment le carburant, quoi. On s'intéresse vachement à la matérialité de l'existence des gens, quoi. Et donc, la documentation, en fait, l'histoire, le scénario, la plupart du temps, il sort de la documentation, quoi. D'abord, on trouve de la doc, et ensuite, ça nous inspire, ça nous donne un truc à raconter, quoi. C'est ce qui nous évite de tomber trop souvent dans des trucs un peu en costume, quoi, sans doute, quoi. J'aimerais bien bifurquer un tout petit peu là sur ce que vous dites. Je suis d'accord sur le caractère surprenant. Votre intérêt pour la matérialité vous emmène aussi à présenter. Moi, ça m'a alors c'est toujours le deuxième tome. Dans le deuxième tome, c'est 2 pages ou une page, peu importe, sur les boucheries parisiennes. C'est extrêmement important. Il doit y avoir 200 000 moutons tués dans Paris. La Seine est rougie de sang. On le dit et vous le montrez. Il n'y a pas de dialogue. Là, c'est paf. On a les boucheries devant soi, comme on a les gens qui vont récupérer des cadavres et des cadavres de chevaux. Là aussi, on le sait. Enfin, on le sait quand on le sait un peu, mais autrement, on l'oublie. Et c'est la vie quotidienne. Et puis on sait aussi quelque chose. Je veux dire que je ne l'avais pas vu du premier coup. Et je l'ai découvert hier soir seulement, une collègue qui en parlait, et je n'y avais pas fait attention. L'existence des latrines dans l'Assemblée, dans la fameuse salle de manège, les latrines des députés de l'Assemblée de la Constituante. C'est logique. Bon, je n'y avais jamais pensé. Et on le voit, non? Il y a une vignette, paf, il y a quelque chose, on dit, si on ne fait pas attention, on ne le voit pas. Bon. C'est-à-dire que vous réussissez là, pour moi, à mettre ensemble des dimensions qu'on n'a pas l'habitude de rassembler, mais d'insister sur la matérialité. Et c'est vrai que je suis d'accord que là, on est quand même surpris. Là, on est même très surpris. Et ce qui contribue aussi, ce qui ajoute à tout ça, ce qui contribue à cette surprise ou à cette façon de voir la Révolution comme on ne l'avait pas vu avant, c'est que en fait vous avez mis toutes les grandes figures de la Révolution en arrière-plan. Par exemple Louis XVI, dans n'importe quelle bande dessinée sur la Révolution, Louis XVI apparaît immédiatement. Et ben vous, Louis XVI, voilà. Louis XVI, alors dans le tome 1 à gauche, voilà comment apparaît Louis XVI. Il n'y a que ces 2 cases-là dans le tome 1. Et dans le tome 2, voilà, il n'y a que ces cases-là. Là, on voit son visage. Mais Louis XVI, il est à des millions de kilomètres. Et c'est ça aussi, cette façon de mettre les figures les plus connues de la Révolution en arrière-plan, qui donne une sensation différente à la lecture. Ça, c'est quelque chose que dès le début, vous vous êtes dit, bon, les Robespierre, les Danton, les Louis XVI, les ducs d'Orléans, on les met le plus loin possible. Je pense que ça vient au fur et à mesure, en vrai, parce que au début, quand on a envie d'écrire sur la Révolution française, donc nous, l'espèce de porte d'entrée qu'on a eu, je sais pas, les lectures qui ont commencé à nous enthousiasmer, c'est on parle vraiment de pur esprit, quoi. C'est toujours ça, la Révolution française, quoi. C'est genre des gens qui n'ont même pas de corps, quoi, qui écrivent et qui proclament des idées et tout ça.
Et en effet, je pense qu'il s'en est peut-être pas fallu de peu qu'on se dise ouais, on va faire une révolution française en space opéra en fait, qui se passe sur des planètes cheloues avec des vaisseaux et tout, puisque c'est des voilà, ouais, mais encore plus. Non, mais je veux dire, on est tenté en fait de s'en tenir à l'esprit. En tout cas, c'est comme ça souvent que c'est traité, quoi. Et finalement, c'est au fur et à mesure qu'on travaille dessus, quoi, qu'on se dit, je sais pas, le traitement de la violence, quoi, dans le tome 1, on montre, quoi, le 14 juillet, il y a un type qui se fait décapiter, quoi. C'est hyper bien documenté. On sait qui c'est qui le décapite. On a sa déposition chez les flics, c'est le boucher Desnaud. Et donc c'est lui qui décapite le gouverneur de la Bastille, qui vient de se faire massacrer, et qui fout sa tête en haut d'une pique. Et qui se balade avec, quoi, et qui après, bon, il y a toute une histoire, enfin, c'est assez rocambolesque et tout, mais en vrai, ce mec-là, il est bouché. Donc quand on montre que, à cette époque-là, en plein centre de Paris, ben voilà, on abat des bœufs à coups de masse et tout ça, et que, comme tu disais, la Seine est rougie de sang et tout, machin, et encore, on n'a pas montré les exécutions d'Ancien Régime qui durent 4 jours, où le mec, on le coupe en morceaux, après on les fait frire à la poêle, après on met du métal fondu, après on le fait manger à un chien, enfin, des espèces de trucs sans fin. Et donc, le rapport, ouais, à la... aussi, ce qu'on disait, les chiottes, il y a pas mal de... Il y a ceux de l'Assemblée, mais il y a ceux qui sont chez Augustin, qui est député, et on voit les mecs vidanger les fosses d'aisance et tout. Il y a aussi des toilettes qu'on imagine un peu communautaires dans l'immeuble de Desnaud, justement, au début on le voit sur les chiottes, où en fait, on a l'impression que... Nous, on sait pas trop exactement comment ça se passe, mais ce qu'on se dit, c'est ouais, dans l'immeuble, il y a un chiotte sous l'escalier, et c'est le chiotte pour l'étage ou voire pour tout l'immeuble, et donc le mec il lit son journal et il le commente, et le gars passe dans le couloir, il dit ah ouais, c'est toi qui laisse traîner ça dans les chiottes, ce journal nul là. Et enfin voilà, ce truc de la matérialité où finalement voilà, c'est pas un space opéra, finalement en fait on parle vraiment de la Révolution française, et à partir de ce moment là, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la doc, quoi, c'est-à-dire que c'est en fait il faut absolument comprendre comment on peut pas en plus savoir en vrai comment les gens ils expérimentent leur existence et tout, mais on a quand même le travail de pas mal d'historiens et d'historiennes qui nous aident, quoi, et qui constituent notre matière première, quoi, et à partir de là on essaye de se dire en vrai ouais, c'est vachement important ces trucs, comment sont les corps, comment ils... Donc on parle beaucoup des fluides, ouais, du caca, du pipi, des règles, du sang et tout, parce que on a l'impression qu'en fait c'est peut-être le plus important, quoi, la manière dont on gère ces fluides finalement dans une société. Non, je vais arrêter la conversation ici. Ouais. Sur les fluides. Alors cette matérialité, on la retrouve aussi dans les personnages, parce que c'est pas simplement raconter la Révolution, c'est raconter la Révolution à travers les regards de personnages. Alors c'est un récit choral, donc les personnages, il y en a un certain nombre, mais c'est intéressant parce que vous faites un petit peu le tour d'horizon des couches sociales avec vos personnages. Alors moi j'aimerais bien que on regarde un petit peu les personnages principaux. Voilà, ça commence par ces deux frères. Alors qui sont-ils? Des Bretons, tiens donc. Comme de par hasard. Et ben, donc à gauche, il y a en rouge Abel et son frère jumeau Augustin qui est à droite. Et Augustin de Carégan, il a vraiment. C'est un vrai personnage, quoi. On a pris quelques libertés. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que il y a du réel, il y a de l'historique, mais il y a pas mal de fiction finalement, parce qu'il y a la plupart de ces personnages, vous les avez créés. Ouais, d'ailleurs, plus le temps passe, plus on a tendance quand même à... Dans le deuxième tome, il y a pas mal de personnages qu'on aurait pu prendre tels quels. On a plutôt tendance maintenant à inventer, disons, à composer avec pas mal de différents personnages qu'on rassemble, quoi. Alors que je pense que par facilité, au départ, on s'est peut-être moins fait confiance, et du coup, on est parti sur des personnages qui avaient une vraie existence, mais en même temps, c'est pas plus mal, quoi. Ça ancre l'histoire dans un truc qui est vraiment à la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, tout est faux, mais tout est vrai. Et on aime beaucoup jouer avec ça, quoi, et induire parfois les gens un peu en erreur. Mais c'est toujours fait avec le sourire, quoi.
Par exemple, chaque chapitre se commence avec des petits textes qu'on a volontairement fait en sorte que les gens puissent se demander si c'est des vrais textes d'époque ou des vraies lettres dans le deuxième tome. Là, on voit les deux textes. Ouais, voilà. Donc il y a un jeu comme ça sur le vrai et le faux. Donc voilà, pour revenir au personnage, on a donc 2 frères jumeaux. Augustin, qui est un député, mais qui n'a jamais eu en réalité de frère jumeau. Enfin, en tout cas, on ne sait pas s'il avait sans doute un frère ou plusieurs, mais qui n'ont pas laissé de traces. Augustin de Kervélégan, c'était un des députés les plus radicaux du mouvement de 89 des États généraux. Il faisait partie donc, du club breton, qui était ce qu'a fini par donner le club des Jacobins. Et donc il a siégé assez longtemps, plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche de l'Assemblée constituante. Et puis c'est quand même aussi un mec qui est aussi un notable de Quimper, un franc-maçon, quelqu'un qui est vraiment bien impliqué. Il était un peu plus vieux que nous, comme on le représente, mais il a une existence comme ça assez réglée de mec qui sait où il va, quoi. Et puis, d'ailleurs, il est revenu, il était député pendant la Convention, plutôt girondin, donc il fuit, voilà. Il passe sa vie, il passe la fin de la Révolution en exil, enfin la fin de la Révolution, disons la fin de la période montagnarde en exil, et il revient en 94, il revient à Paris. Donc voilà, ça nous permettait d'avoir, on a juste comme ça cette base. Depuis, on a su un peu plus sur lui et on a des informations. Enfin, c'est très fragmentaire, mais on a quelques trucs. Mais c'est très fragmentaire, donc ça nous permet d'inventer tout le reste, quoi. Dont son frère, quoi, qui par contre lui en a vraiment strictement rien à foutre de la Révolution. Enfin, c'est un jouisseur qui est aussi assez sentimental, quoi, et en fait en tout cas la politique l'emmerde, et surtout ce que fait son frère, ça l'emmerde surtout parce que c'est son frère, quoi, et que tout ce que fait son frère ça l'emmerde parce qu'il a l'air de réussir mieux. Donc voilà ça c'est une dynamique du récit assez importante pour nous, puis intéressante parce que c'est un vrai naïf, donc il arrive dans la Révolution et il a tout à découvrir comme les lecteurs, et ça nous permet aussi de faire des trucs où comme il s'en fout de la politique, il va nous faire voir des trucs qui sont pas les grands discours. Et dès qu'il y a Mirabeau qui parle à la tribune, il se marre et il se barre parce que ça le fait vraiment chier. Donc ça nous permet comme ça d'évacuer les trucs qui sont en BD assez fastidieux à montrer, puis qui assez vite nous ont nous-mêmes plus trop intéressés, même si c'est passionnant objectivement, mais on parlait de la pièce de Pomera tout à l'heure qui travaille ses textes d'assemblée de manière super parce que c'est au théâtre et c'est hyper adapté, mais nous ça nous a vachement libérés de nous dire ok, ça c'est le théâtre permet ça, le théâtre permet de montrer ça d'une manière vraiment super et vivante, mais en fait en BD c'est impossible, et comme ça on est libre, quoi. Et ensuite, je sais pas si tu peux faire défiler peut-être. Ouais, donc là on est plutôt petite aristocratie bretonne. Ouais, ils sont voilà, ils se considèrent en tout cas comme des nobles. Et par contre, Augustin, il est député du tiers. Donc c'est pour ça que il est assez radical, mais il est député pour le tiers-état, et c'est un mec qui est déjà un peu un transfuge, quoi. Alors, le tiers-état. Le tiers-état, alors ça c'est carrément le quart-état, quoi. Pas du tiers-état. Carrément le lumpenprolétariat. Donc il y a Louise, qui d'habitude n'a pas du tout une arme à la main, mais qui est une domestique qui va de maison en maison, qui galère tout le temps, et dont le seul enjeu pour elle c'est de se trouver une place, quoi, et c'est dur. Et elle est à peu près orpheline, enfin voilà, elle a vraiment pas d'attache et tout, elle a aucun soutien, elle peut compter que sur elle-même. Mais elle a dans les pattes un autre personnage qui est Marie, qui est l'enfant qui est à gauche là, qui est borgne et un peu qui a aussi une espèce de main un peu difforme et tout, enfin donc qui est elle qui est encore en dessous, quoi, dans la hiérarchie sociale, qui est vraiment une espèce de gamine des rues qui survit, mais qui a assez pas paradoxalement, mais finalement elle a moins de mal à survivre que Louise, quoi, parce qu'elle cherche pas du tout de place, elle cherche juste à survivre au ras du pavé,
finalement elle est assez bien là où elle est, quoi. Elle est assez adaptée au truc, elle a un côté un peu magique aussi parce qu'elle arrive à se sortir de situations pas possibles. Elle est à sa place presque dans cette survie assez violente. Par contre Louise qui essaye de se maintenir un tout petit peu au-dessus, elle a toutes les peines du monde, quoi, à pas tomber justement dans des trucs sordides. Alors que Marie, elle s'en fout, quoi. Et elle est du coup aussi moralement vachement plus flex, quoi, sur les expédients qu'elles peuvent trouver. Et donc Marie va, d'une certaine manière, dans le premier tome, elle participe un peu à mettre Louise dans la galère, quoi. Et j'explique pas trop en fait le rapport qu'il y a entre les deux, quoi. Parce qu'en fait elle l'explique tout le temps d'une manière un peu différente. À chaque fois elles en parlent. Dans le deuxième tome on a un peu plus de pistes, mais c'est un rapport un peu bizarre, quoi, de soutien, d'assistance, mais en fait elles sont pas liées vraiment, quoi. Elles se présentent comme parfois des sœurs et tout, mais en fait elles le sont pas. Et de la même manière d'ailleurs Marie assez vite c'est pour ça que c'est plus donc c'est bien de dire un enfant, quoi, c'est pas tellement une fille, quoi. Il y a un truc où elle est genrée de manière hyper masculine tout le temps, quoi. Les gens disent déguisée en garçon, mais en fait c'est pas tellement ça, c'est qu'elle est habillée comme il faut qu'elle soit habillée pour survivre, quoi, et qu'elle serait pas habillée en fille pour survivre. Et en même temps cette identité trouble la constitue aussi, quoi. Alors là, on est au ras du pavé, on va remonter un petit peu quand même. Alors, là c'est donc on est encore dans le tiers état, mais alors paradoxalement, lui c'est un journaliste qui... Si j'ai choisi cette bulle, c'est le hasard. C'est vraiment un hasard total. Monstre, quel scélérat. Donc lui, il est journaliste, il est aussi, vraiment c'est un roturier, quoi, mais qui a par contre pris la défense, enfin qui défend à fond, dans le premier tome, la royauté attaquée par les états généraux, etc. Et dans le deuxième, il change pas mal son fusil d'épaule, mais c'est toujours avec la même idée en tête, c'est de sauver ce qu'il y a à sauver, de l'idée d'une noblesse qui dirigerait la France, qui serait un truc sublime, quoi, pour le royaume, et que la révolution viendrait avilir, quoi. Mais en tout cas, il est vraiment au service de gens qui sont pas du tout de son milieu, et il y voit pas spécialement de contradiction, quoi. De la même manière que Augustin là, est député du tiers alors qu'il est censé être noble, lui il est un ardent défenseur de la noblesse, alors que il est tout le temps en galère de fric, et il fait des trucs abjects pour s'en procurer, mais parce qu'il a un but plus grand, quoi, qui est de la grandeur du royaume, un truc hyper réac. Et en même temps, réac. Dans ce truc-là, il essaye aussi dans le deuxième, on le voit, en fait, il est obligé aussi de chercher des nouveaux trucs. En fait, il est déstabilisé par cette révolution qui arrive, et lui-même, ça le fait complètement bouger sur ses positions, quoi. Il sait bien qu'il faut aussi prendre le truc en route et arrêter de s'arc-bouter tout le temps, quoi. C'est aussi un mec qui essaye de s'adapter, quoi. Autre personnage plus sympathique. Et donc, voici Isabelle Gormand de Cabanel, qui arrive dans le tome 2, en fait, directement de Saint-Domingue, où elle est propriétaire d'une plantation, quoi. Et en fait, elle arrive à Paris pour faire du lobbying un peu dans les groupes. Elle cherche à se rapprocher des cercles abolitionnistes de l'esclavage, quoi, qui sont très peu nombreux, en fait, à l'époque, quoi. Et elle ramène, en tout cas dans le récit, la question coloniale, quoi, et la question de l'esclavage, en fait, qui est un angle mort du premier, parce que à ce moment-là, on n'avait pas encore pris conscience de l'importance, en fait, de l'importance rien que économique, en fait, des colonies sucrières, en particulier, mais où il y a aussi du café, de l'indigo, du tabac. Qui en fait finance les fortunes de mecs qui vont aller après à l'Assemblée
dire nous sommes des esclaves, brisons nos chaînes, quoi. Alors que tout leur capital est investi dans un système esclavagiste qui leur permet de faire fortune et de continuer, dont ils espèrent bien continuer de faire fortune, jusqu'au moment où les mots qu'ils ont eu le malheur de prononcer, finalement arrivent aux oreilles des esclaves de Saint-Domingue qui disent bah ouais tiens c'est vrai ça, brisons nos chaînes. Et donc là on est dans un truc où comme on apprend en faisant aussi, on est là, ok ouais, on se rend compte en fait de l'importance fondamentale de ces paradoxes. Et d'ailleurs, dans notre bande dessinée, je pensais à ça quand tu expliquais Les Grès, il y a pas trop de personnages cyniques, en fait. C'est pas fait exprès, parce que c'est intéressant, les profils de gens cyniques. Et en fait, nous, il y en a pas vraiment. Ça veut dire que même, voilà, les gars qui font fortune sur l'esclavage et qui parlent de briser les chaînes, mais tout en maintenant l'esclavage, puisque c'est le bon ordre des choses, quoi. Ils y croient, en fait, ils trouvent ça normal, quoi, de dire ça. Enfin bon, il y en a quelques-uns quand même qui sont... mais c'est des personnages vraiment secondaires, quand même. On montre quand même des vrais salauds. Enfin voilà, donc Isabelle, elle arrive à Paris pour défendre une cause où il n'y a pas grand monde pour la défendre avec elle. Elle a un passé très mystérieux. Et elle est très magnétique, en fait. Les gens restent pas du tout insensibles à elle, mais ont vraiment du mal à comprendre ce qu'elle veut, en fait. Il faut préciser qu'elle est... c'est pas non plus hyper évident, mais elle est métisse, quoi. Elle est la fille d'un planteur, mais donc elle a aussi tout ce rapport-là, quoi. Et elle a affranchi ses esclaves sur la plantation dont elle a hérité de son mari et de son père. Et d'ailleurs, pourquoi avoir... c'est un des fils rouges du tome 2. C'est parce que c'était la période qui voulait ça, avec peut-être un peu plus l'idée de l'abolition dans les discours, ou c'est parce que quelle était votre intention, et est-ce que c'est parce que c'est lié au fait historique, ou parce que vous vouliez dans le tome 2 mettre ce sujet-là? Je pense que il y a peut-être des choses dans le tome 2 qui font qu'on s'est intéressé plus à la question coloniale par rapport à l'actualité des trucs qu'on avait à traiter. Mais il y a aussi la prise de conscience au fur et à mesure que, en fait, voilà, finalement, même ce qu'on appelle Révolution française, en fait, c'est peut-être pas si pertinent que ça comme mot. En vrai, il y a un vrai mouvement qui va être décisif pour l'humanité entière, en vrai, quoi, qui se joue au XVIIIe siècle, qui est mondial ou au moins atlantique, quoi. Et donc qui concerne l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, quoi. Et dans ces jeux-là, il y a des vrais enjeux économiques et démographiques et aussi de commerce et de domination des uns sur les autres et tout, qui sont hyper profonds et hyper forts, quoi. Et en fait, c'est ça qui entraîne tout. C'est pas les discours de Robespierre à l'Assemblée, quoi. C'est une dynamique qui est inarrêtable à moitié, quoi. C'est les espèces d'ingénieurs, voilà, les futurs Gustave Eiffel qui commencent à pouvoir traverser l'Atlantique, nos problemos, on passe chercher des esclaves, on va à Saint-Domingue, on construit une plantation, les premiers paysages industriels, quoi, c'est ça apparemment, quoi, c'est les plantations esclavagistes avec les cheminées pour la sucre et pour la canne à sucre et tout. Et puis après on ramène le sucre en métropole, on va nourrir un prolétariat avec du sucre et du café. Et en fait, sans ça, il n'y a même pas de révolution industrielle, peut-être, quoi. Là, je lisais récemment une histoire du sucre. Comment, en fait, une histoire mondiale du sucre, quoi. Comment en Angleterre, sans la confiture, enfin bon, c'est ce que je découvre aussi, moi j'en parle comme ça, mais je suis pas spécialiste, quoi. Mais en fait, sans la confiture, tu peux pas nourrir le prolétariat anglais qui va fabriquer les tissus, bosser dans l'industrie textile, puis les mines de charbon et tout. C'est de ça qu'ils se nourrissent. Dans Germinal, on le voit, quoi. Les mineurs de fond, sans café et sans sucre, t'as pas les moyens, si tu veux dégager les marges, de les nourrir correctement, quoi. Il faut que t'aies ce système-là. Et donc, c'est ça, Isabelle, elle arrive, nous, on est un peu, elle arrive un peu comme un cheveu dans la soupe dans le scénar, mais dans nos vies aussi, en vrai, quoi. Nous, on est là, on croyait qu'on faisait un truc sur la Révolution française, on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste, en fait, quoi. Et donc, ça permet aussi de relativiser vachement ces grandes idées dont on parlait tout à l'heure, quoi. En vrai, il y a des processus historiques qui sont en jeu et qui sont très profonds, quoi. Oui, donc c'est bien effectivement ce que tu dis là qui me marque beaucoup, parce que
vous montrez tous ces personnages différents, et sauf, oui, effectivement, quelques-uns, s'il n'y a pas de salauds. C'est-à-dire, vous êtes gentil avec tous les personnages. Bon, vous êtes gentil même avec Légré. Bon, vous l'appelez Légré, ce journaliste qui évoque je ne sais pas qui. Bon, donc, vous inventez un journal satirique. On ne sait pas s'il est de gauche ou de droite. Bon. Et puis, il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup frappé, on verra peut-être, c'est quand Marie, la fille habillée, c'est vrai, il ne faut pas dire déguisée, habillée en garçon, c'est vrai ce que Florent disait, rencontre le fils du roi, le dauphin, habillé en fille par son père. Et lui qui est déguisé. Et lui qui est déguisé. Bon. Et vous permettez, vous montrez ce gamin, le dauphin, revenant de Varennes, désarmé devant ce qu'il voit. C'est-à-dire, là aussi, vous ne chargez pas la famille royale. Bon. Et je trouve que là, ce que vous dites tous les deux, là, sur des gens dépassés par les événements, oui, c'est ça ce que vous montrez. Voilà. Et le gamin, on le voit. Voilà. Il regarde avec ses grands yeux, il regarde cette foule qui va l'accuser, et c'est un gamin. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement juste. Ça fait partie aussi de la surprise. En vous lisant, vous cassez les codes. Bon, une petite précision très historique, c'est tout à fait vrai sur le sucre. Hein. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en mars 93, Robespierre avait trouvé que les protestations des femmes parisiennes contre le relèvement du prix du sucre étaient injustes. Il ne voulait pas s'en occuper. Il appelait ça les bonbons. Ah ouais. Et il y a eu toute une campagne de gens un peu comme ça, responsables politiques ou intellectuels et tout, qui se sont dit nous on arrête le sucre, on boycotte le sucre quoi. Comme si les ouvrières qui passaient leur journée avec que ça dans le bide pour travailler pouvaient elles boycotter le sucre comme ça, comme un prince. Ça c'est quand même assez dingue. Et c'est une analogie totale avec aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as pas les moyens, tu peux pas te nourrir d'autre chose que de sucre quoi. Et c'est les trolos qui ont plus de dents et tout. Alors qu'à la base, c'était les rois quoi. C'était genre à la cour que tout le monde avait plus de dents. Et le truc c'est complètement inversé quoi. Et en effet, c'est pas des bonbons, c'est pas parce que les gens ils sont gourmands quoi. C'est parce qu'en vrai, il y a rien d'autre quoi. On tire trop de fils là. Il faut arrêter de tirer des fils parce que là on fait des cordes là avec ces fils là. Alors peut-être parler un peu effectivement du capitalisme là parce qu'on est Révolution française. Alors évidemment on a en tête le 18e, les progrès techniques du 18e, et puis bon, Révolution française, et puis après Révolution industrielle. Mais en fait là vous êtes en plein dedans et la Révolution française elle n'a pas mis entre parenthèses toute cette histoire de technologie et à un moment, on voit de l'artisanat industrie, et là, c'est les cadences infernales, l'aliénation à la machine. On est dans le 19e, là, on est déjà. Donc là, c'est pareil, vous montrez des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la Révolution française, où on voit des gens avec des habits de soie, et on est à des années-lumière de ça, et hop, vous mettez. Et ben ouais, nous c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est notre propre surprise à découvrir cette cohabitation. En l'occurrence, elle parle en plus du roi quoi. Il y a un truc de leurs discussions sont sur est-ce que le roi et la reine, et elles sont à des machines qu'on a toujours montrées comme étant l'apanage du 19e quoi. Alors qu'en fait elles étaient déjà présentes quoi. Enfin ça démarrait quoi et c'est cette espèce de fracas des époques quoi, qui je trouve est intéressant pour nous en tout cas, où on se dit ah bah là il y a un truc vachement intéressant à dire quoi sur de la même manière que la pompe à feu dont je parlais tout à l'heure, qui est une machine à vapeur qui fait de la fumée, tout à coup elle introduit dans le paysage parisien quelque chose d'assez inédit quoi, et qui va donner lieu à toute l'industrie après. Mais j'ai l'impression que c'est aussi l'intérêt qu'on trouve à la documentation, c'est d'aller faire l'archéologie de certains trucs comme ça qui sont passés dans la culture générale, populaire, comme des lettres à la poste, mais c'était déjà ce qu'on faisait dans les lois, je pense, quoi. Des manières de représenter les choses et d'essayer d'aller trouver sur la Révolution, il n'y a que ça, quoi,
les bonnets phrygiens, les piques, les têtes coupées. C'est pas pour rien du coup que ce truc, la scène là de Deno qui coupe c'est un peu, c'est la première en fait. Enfin, c'est l'espèce de scène inaugurale de ce truc là. Et effectivement, il y en a pas eu 36. Enfin, peut-être qu'il y en a eu 36. Non, mais il y en a pas non plus à chaque fois quoi. Et montrer la révolution avec des gens qui en arrière-plan passeraient avec des têtes se planter sur des pics. Il y a un truc. Ça fait très Monty Python quoi. En fait non, il n'y en a pas eu 36 et il y en a eu une première et nous on montre la première espèce d'inauguration de ce rituel qui a d'ailleurs lui-même sa propre archéologie qu'on pourrait retracer et tout. Là c'était voilà, on s'appesantit pas là-dessus mais de la même manière il y a un moment où il va falloir qu'on montre le premier bonnet phrygien, quoi, la première pique forgée. C'est pas des trucs qui sont comme ça préexistants, quoi, et qui naissent comme des champignons dans le Paris révolutionnaire. En fait, il y a toute une histoire derrière, il y a toute une acceptation ou non, comment les gens ont... Il y a aussi, enfin voilà, encore une fois, je tire plein de films, mais il y a la manière dont ces trucs-là, ces espèces de clichés quoi, sont en fait jamais unanimes dans la manière dont ils sont quand ils apparaissent. Il y a toujours des gens qui trouvent ça nul et je sais pas, j'en sais rien, on n'a pas écrit de scène pour le moment où il y a quelqu'un qui arrive avec un bonnet phrygien, mais évidemment c'est sans doute pas mal les Marseillais qui arrivent avec ce genre de truc là et les gens étaient outrés de voir c'est quoi ce délire, et 6 mois plus tard tout le monde en a un, c'est presque obligé quoi d'en porter un. Il y a un truc comme ça de diffusion assez rapide, mais en même temps qui est pas qui fait pas l'unanimité. Et ça nous paraît hyper important aussi de montrer que le collectif est là et il agit, et il fait des trucs, mais il n'est pas unanime quoi. Et pourtant des choses sont réalisées, sont rendues possibles par la mobilisation de gens quoi. Et plus ils sont nombreux, plus ça permet des changements rapides qui sont plutôt des progrès a priori quoi. Alors pour revenir aux originalités du récit et à la façon dont vous l'avez mis en scène, je parlais tout à l'heure des grandes figures qui sont laissées un peu à l'arrière-plan, mais en fait vous faites la même chose avec les événements, parce que la Bastille, la prise de la Bastille, en fait la Bastille on la voit 2 fois, comme Louis XVI, on la voit une fois voilà, la double page, et puis on la voit une autre fois là dans les... Voilà, là on la voit là-haut, et c'est tout. Et la fuite de la famille royale et l'arrestation à Varennes, on la voit pas, on voit le retour du roi. Et c'est beaucoup plus fort. Quand on a vu la page, voilà, le carrosse royal qui rentre dans Paris, et la foule autour qui fait une haie, pas d'honneur, mais une haie pour la laisser rentrer, et on voit effectivement, on comprend qu'un petit garçon comme ça soit terrorisé par ce qu'il voit par la fenêtre de son carrosse. C'est pareil, c'est venu tout de suite, ou c'est venu au fur et à mesure de vous dire, bon, on va pas montrer la prise de la Bastille, ça on l'a vu 10 000 fois, on va faire hop hop, et puis pareil, Varennes, c'est bon, c'est un louis d'or, je reconnais le roi, non, c'est bon. Ça, Ouais, je pense que dès le départ, on avait envie de dire bah non, nous c'est pas ça, c'est justement pas ça qu'on veut montrer quoi. Après, il y a d'autres raisons aussi, parce comme on a envie de faire une histoire plus qui emporte par l'émotion quoi, et ben ça veut dire qu'on peut pas créer de l'empathie comme ça, paf quoi. Donc on a pas mal de personnages quoi. En fait, si tu fais avec une lecture attentive, tu vois, il y en a parmi nos héros même, il y en a qu'on voit jamais seuls. Tu vois, on a une catégorie de héros qui peuvent vivre des scènes par eux-mêmes, mais on en a une catégorie, comme par exemple Isabelle dont on parlait tout à l'heure. Isabelle, on la voit pas seule, on la voit parce qu'elle croise Louise, parce qu'elle croise Abel, et voilà quoi. Ou alors, ouais, mais Virgile c'est pareil, on le voit jamais seul. Virgile il n'existe pas pour lui-même, il existe dans le regard d'Abel, il existe dans le regard de Louise, donc Abel qui est là, ouais, pauvre tocard, qui arrive toujours là, gna. On le voit dans le regard des dizaines de petites filles qui sont méga amoureuses de lui, et on le voit dans le regard peut-être de Mara ou de ses potes qui sont là, ouais, ce mec pourrait nous être utile, mais lui, ce qu'il pense, on sait pas trop quoi.
Et en fait, on pourrait pas d'un seul coup, ça fonctionnerait pas si d'un seul coup on racontait l'histoire de Varenne, ou alors il faudrait qu'Abel il soit dans le carrosse ou un truc comme ça. Mais on pourrait pas. C'est pour ça que Louis XVI on le montre pas. C'est clair. Eh, mais je les reconnais. Mais donc il y a ça en fait. Je pense qu'il y a un truc où si on voit la Bastille par les yeux de Louise, quoi. En fait, c'est pour ça qu'on la voit pas. Louise, elle est pas sur les remparts en train de se battre. Donc en même temps, j'ai envie de dire, c'est logique, quoi. On a envie de raconter une histoire, et puis c'est pas tant de la montrer au ras du pavé par les classes populaires, quoi. C'est juste par des yeux de gens où on essaye de faire que le lecteur il puisse se sentir à la place de cette personne-là à ce moment-là, parce que il commence à avoir une relation qu'on a travaillée patiemment et tout, et puis même nous, avec nos personnages, quoi. Et je pense qu'il y a de ça aussi, quoi. Il y a une volonté de pas... c'est pas surplombant, on peut pas quitter Louise et Abel pour aller passer 4 jours avec Louis XVI, ça se passe pas comme ça, quoi. Louis XVI, il vit sa vie, et puis nous, des fois, on le croise. Alors ça peut se passer comme ça dans certaines bandes dessinées, hein. Je confirme. Oui, bah ouais. Mais nous, on n'arrive pas à faire ça, quoi. Ce réalisme, là cette fois, c'est pas un réalisme historique, c'est le réalisme de la mise en scène, et qui effectivement... Il y a de l'émotion et de l'empathie en premier, quoi. Il y a des codes voilà, qu'il faut suivre, sinon ça devient du n'importe quoi. Et les personnages dans la foule Bah c'est tous nos potes en fait. Il y a Clément, il y a Marie Dijkstra, il y a ta cousine. Il y a Pierre Sernin. Non, il n'y a pas Jean-Clément Martin. Ah oui, Pierre Sernin, oui, Tu le reconnais? Oui, à droite. Il y a Pierre Delcourt, enfin, ce que vous ne connaissez pas, mais c'est pas mal ça. Bah bien sûr qu'ils étaient là-bas, bien sûr. Il y a mon neveu, quoi. Ouais. Qui a le même âge que Louis XVII. Qui me regarde un peu. Après, quand on vous écoute, il y a quelque chose d'assez vertigineux. C'est que vous dites que vous n'êtes pas historien. Mais bon, Casse d'Histoire, c'est un site qui s'intéresse à l'histoire aussi. Vous travaillez exactement comme les historiens qui travaillent actuellement, quoi. C'est-à-dire la matérialité. Là, il y a le livre de Jérémy Foa qui s'est intéressé au crime pendant les guerres de religion. C'est exactement votre approche, quoi. Vous êtes vraiment des merveilleux historiens. Ben en fait non. C'est parce que les historiens nous ont donné tous ces changements de focale justement par rapport, voilà, si on avait lu que Michelet, on aurait fait un truc complètement différent, quoi. Et c'est pas nous qui avons inventé ça, quoi. Nous justement on a lu, ouais. Mais je pense que c'est important aussi de dire ça, quoi. Nous Mais dans le paysage de la BD, c'est exceptionnel. En tout cas... Que cette recherche intellectuelle de Boucheron, Foa... tous ces gens-là redescendent dans la BD et vous l'utilisez parfaitement, quoi. Dans la BD, c'est exceptionnel. En tout cas, c'est un truc faut aussi, voilà, faire la part des choses, quoi. Nous, on va pas aux archives pendant des années compulser les trucs et tout. On s'appuie sur le travail des historiens et des historiennes. Et donc, quand on a des retours positifs de leur part, c'est vachement important pour nous. De pas avoir trahi leur boulot, en vrai, c'est ça qu'il s'agit, quoi. C'est-à-dire que si ça leur avait pas plu, on serait dégoûté, on aurait complètement foiré notre truc, quoi. Mais il y a un autre truc qui vient à l'esprit, c'est que je pense que là on touche plutôt aussi à la spécificité de la BD, quoi, parce qu'en fait on est quelques-uns, quelques-unes à faire ce travail en histoire, je veux dire. En fait, des gens qui prennent au sérieux la BD, il y en a de plus en plus, quoi, dans tous les domaines. Mais en histoire, il y en a quelques-uns où on commence à se reconnaître entre nous aussi. Je pense à Jean Dittard, quoi, parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et qu'on a, je pense, vraiment les mêmes obsessions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les BD historiques, quoi. Et lui, il pousse ça d'album en album de manière vraiment hyper intéressante et à chaque fois renouvelée. Et il y a cette adaptation vraiment du vocabulaire graphique qu'il utilise. Je trouve que c'est vraiment une manière presque savante d'utiliser la BD. Pour le coup, il y a un travail de recherche, quoi, qui est pas celle... Enfin voilà, c'est pas un travail d'historien ou d'historienne, c'est un travail de se dire mon média il vaut quelque chose, quoi, pour dire un truc particulier. Et en fait des retours qu'on a, nous, justement des gens qui écrivent des livres d'histoire et qui sont souvent un peu déçus de voir que leur travail n'est pas assez diffusé. Nous on met en image, et ça c'est un truc qui est quand même assez différent, quoi, et qui permet peut-être aussi du coup de diffuser tout ça
on espère en tout cas que ça peut venir aussi, que c'est un truc complémentaire, qu'il y a un dialogue qui s'installe. Et je pense pas que ce soit exactement le même travail, par contre c'est le même sérieux quoi qui est mis, et ça c'est vrai que c'est... Enfin, je vais pas refaire toute l'histoire de la bande dessinée, mais j'ai l'impression de pas avoir vu ça en France en tout cas, parce que dans d'autres cultures de BD, notamment au Japon, il y a vraiment, je pense, un truc de sérieux accordé à ce média depuis beaucoup plus longtemps qu'en France. Quoi. Et que quand on a dit que la BD était enfin passée à l'âge adulte en France dans les années 70, en fait, c'était surtout une grosse crise d'adolescence. Et que... c'était peut-être logique, quoi, mais en tout cas, les possibilités du média n'ont pas du tout été poussées aussi loin qu'elles peuvent l'être maintenant, et j'espère que ça va continuer d'ailleurs, parce qu'à mon avis, ça va continuer. On n'est pas prêt, on n'est pas au bout de nos surprises, hein, ce que permet ce truc assez simple de mettre du texte et des images ensemble. Alors, j'ai encore à peu près 10 millions de fils à tirer, mais l'heure tourne. Sauf si vous voulez rester jusqu'à 1h du matin, et moi je serais ravi, mais je pense que il y a des questions. J'ai vu que tu as une question dans le public, on va passer aux questions du public. Vous avez parlé tout à l'heure de gourmandise, et effectivement, j'imagine quand on aborde ce genre de projet, au départ, avant de voir même un éditeur, en disant on fait une BD sur la Révolution. Ouais, tranquille, on y va. C'est énorme, en fait. Mais votre curiosité et votre envie aussi de changer des images d'Épinal, je pense bien que c'est ça. Vous avez ramené vraiment la Révolution à un niveau beaucoup plus, plus réaliste. En fait, vous êtes beaucoup plus réaliste, dans le fond, qu'épique et autres. Mais vous créez une autre épopée aussi. Enfin, une autre forme même d'épopée. En vous attaquant à ça, vous avez créé donc vos personnages, mais vous avez dû sacrifier des choses. Vous avez dû, justement, alors toute la partie peut-être justement des grandes figures que vous avez un peu écartées, vous avez dit on va se concentrer là-dessus, mais en même temps vous teniez à être aussi juste. Vous avez parlé d'histoire, de faire un travail sérieux, en même temps sans ironie. Il y a de l'ironie, évidemment, il y a du rire, même c'est assez drôle. L'ironie et le sérieux, ça va ensemble. Ah ouais, oui, il y a tout ça en même temps dedans. Mais je trouve ça, très impressionnant comme travail, et je me demande jusqu'à quel point vous avez pu vous concentrer, justement comment faire pour vous concentrer sur tenir votre fil narratif jusqu'au bout, avec tous les éléments historiques à inclure, sans faire, là vous avez déjà 1000 pages, je sais pas comment vous allez faire à la fin. Mais est-ce que ça a été, ça a été une difficulté particulière dans ce projet-là? Je pense que dans le tome 2, ça se voit, à mon sens, il y a un vrai risque de se faire dépasser par le sujet, et je pense qu'on n'en est pas loin, quoi. Et je dis ça, c'est pas à moi de juger, quoi, mais même, c'est chaud. Mais alors, donc en effet, je garantis, je suis pas sûr qu'on ait si bien réussi que ça à faire ce tri. Et en tout cas, pour ce qui est de la difficulté, j'avoue que on en avait fait avant des BD, pas 35 000 non plus, mais là sur ça, quand on finit le tome 2, là, je suis bon pour la casse, quoi. On a tout donné. Alors après, il y a plein de boulot plus dur, c'est clair, mais en tout cas, moi, j'atteins clairement toutes mes limites, quoi. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans la gueule, et en 4 ans, quoi. Surtout, disons, la dernière année, quoi, c'est ça qui me tue, quoi. Parce que, il y a un moment, c'est pas hyper organisé comme truc, il y a un moment où à la fin, en fait, on est en train de dessiner les dernières pages, mais le livre, il y a un moment où il est presque entier, et pourtant il est encore ouvert, quoi, comme un corps que tu es en train d'opérer, qu'il faudra que tu refermes. Et on est encore en train de dire, page 3, en fait, on va inverser avec la page 17, on va en rajouter une petite page vite fait, nanana. Et là, il faut tout refaire vite fait, cette scène-là. Et il y a vraiment un truc où, au niveau du développement du machin dans notre tête, c'est compliqué, quoi. Je dis pas ça pour nous... C'est vraiment clairement pour répondre à la question. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y en aura pas... En fait, au début, il devait y avoir 3 bouquins. Là, du coup, le deuxième, on le fait en 2.
parce qu'on l'avait écrit en entier et qu'en fait il était beaucoup trop long pour faire un seul livre, quoi. Donc on se dit on va en faire 2. Mais en vrai, moi j'ai envie d'en faire, du coup j'ai envie que le 3e, il y a tellement de choses à dire, j'ai envie qu'il soit en 5, soit 300 pages. Mais si on fait ça, voilà. Et en fait, donc là on arrive aussi, là en fait a priori, à l'heure d'aujourd'hui, quoi, nous quand on est parti là-dessus, on est parti la fleur au fusil, sans se poser une seule question, quoi. Et en plus on n'avait même pas de financement pour faire ça, quoi. Pratiquement, puisque notre éditeur il nous suit, mais il nous paye pas 50 boulots, donc on s'est méga galéré, quoi. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, là on se dit ok, on a mis 10 ans pour faire les 2 premiers, en vrai il faut qu'on mette 10 ans pour faire les deux qui suivent, et voilà, quoi. Faudra que ça s'arrête là. Mais c'est pas facile, n'empêche. Est-ce qu'il y a une tentation de bâcler parfois, ou d'aller un peu plus vite Non, il y a plus une tentation de disparaître. En disant, tu te rappelles ces mecs qui avaient commencé un super projet, ils l'ont jamais fini, oh là là, c'est génial qu'ils aient jamais fini. Pas de bâcler, non, ça je pense pas, non. Moi j'aurais plutôt tendance à disparaître sans donner de nouvelles. C'est intéressant le truc de bâcler parce qu'en fait, on pourrait aller plus vite, mais il y a un truc qui est incompressible, quoi, dans ce travail. Et c'est bizarre de dire ça, mais on voit très bien, à chaque fois on avance des idées, puis on revient dessus, puis on les affine, on les change et tout, on se surprend soi-même en décidant que ce serait un peu différent et tout. Et ce travail d'affinage et de maturation des premières idées, il est tellement plus important pour nous que la première idée, justement, quoi, qui arrive, les trucs qui nous viennent assez vite, ils sont vachement bateaux, quoi, ils sont hyper attendus, parce que voilà, on baigne dans un bain d'histoires, de récits qui sont quand même relativement à peu près les mêmes, qui fonctionnent souvent sur les mêmes trucs. Et en fait, s'il n'y a pas ce facteur temps de maturation, on tombe toujours dans les mêmes trucs, quoi. Et en fait, ça se voit assez vite dans l'économie de la BD. La plupart des gens, et même des gens qui vendent bien des livres et tout, ils sont quand même tenus à faire des albums tous les 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ça commence à être chaud. Et il y a vraiment une vraie question, quoi, à se poser sur le temps que ça doit prendre, en fait, d'écrire quelque chose, quoi. Et quand on est pressé par le temps et quand on doit justement, pas forcément bâcler, mais disons sortir la première idée qui nous vient, soit elle est vraiment géniale et on est un peu un génie, ça c'est le cas de quelques personnes, tu vois, il y en a, mais en fait la plupart des gens ils sont pas comme ça, quoi. Et du coup ils font des BD qui sont souvent pas mal, mais qui auraient été sans doute vachement mieux avec 6 mois de plus dans les dents, quoi. Et nous, on a une espèce de bol assez... Enfin bon, voilà, on a aussi galéré et tout, c'est pas que de la chance, mais on a quand même maintenant des conditions qui nous permettent de passer tout ce temps-là, et que, en fait, ces BD-là, en tout cas les BD qu'on fait, on pourrait jamais les faire si on était tenu par un délai un peu plus... qui est plus la règle dans le métier, quoi, de devoir faire des albums régulièrement, de devoir livrer avec des délais... ok, votre 2e tome il sort à telle date dans 1 an, sinon les lecteurs vont décrocher et tout, quoi. Nous on n'a pas trop cette pression-là, et on n'a pas l'intention de se la mettre, mais c'est quand même un gros luxe, quoi. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous travaillez à 2 vous répartissez les scènes? Comment vous faites le découpage ensemble? Comment ça se passe? C'est justement... Parce que vous devez aller 2 fois plus vite. Non, justement. Non, c'est vachement intéressant comme truc, parce qu'il y a ce sentiment, en fait, ça nous appartient à aucun de nous deux, quoi. Il y a un côté où, comme en plus on n'a pas une méthode, on n'est pas des... Je sais pas comment dire, mais des ingénieurs, quoi. On fabrique pas ça en commençant par le début et en allant bien dans l'ordre et en ayant une idée précise du devis et du coup des matériaux et tout, quoi. On part, on se laisse porter, on a une idée, on commence à dire un truc, l'autre il dit ah ouais trop bien, et il finit la phrase mais il dit un truc, c'est pas du tout à ça qu'on pensait, mais on dit ouais c'est ça que je voulais dire, et ça avance beaucoup comme ça, et donc on mélange tout, quoi. On dessine tous les deux, enfin on dessine pas sur les mêmes pages pour être précis, quoi, donc ça veut dire que
on se refile, en gros, quand vous lisez la BD, quand ça change de scène, en général, ça change de dessinateur par la même occasion, quoi. Mais donc ça fait pas spécialement gagner du temps, à mon avis, ça c'est clair, parce que ça pose quand même pas mal de problèmes. Mais par contre, ça nous met dans ce rapport au récit qui pour moi est vraiment peut-être le truc que je trouve le plus beau dans cette histoire, quoi. C'est que ça m'appartient pas, moi je sais pas comment il marche le truc, quoi. Et Florent non plus, je pense. Ah bon ? Ouais, je sais pas si on voit. C'est lui qui fait tout, en vrai. Non, mais il y a ce truc-là, en fait, on n'a pas la clé. Et moi, ça, je me demande, tu vois, comment tu peux. Ça doit être. Ouais, ça, en fait, ça m'intrigue vachement, du coup, de gens qui font tout seuls, quoi, et qui ont la clé, quoi. Ou mais peut-être qu'ils l'ont pas non plus, je pense, en fait, la plupart du temps. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc comme ça. Après, voilà, on est deux à faire la BD. Pour nous. Les choses sont claires aussi qu'en fait, en vrai, on n'est pas, même si on est deux à réaliser ce truc-là, en vrai, on trouve aussi que c'est un peu des conneries, tout ça. Nous, on fait notre histoire, on écrit ça, on est vraiment, on essaie d'être ouvert aux quatre vents et de se laisser, transpercer, pénétrer par ce qui nous entoure. C'est ça notre métier en vrai, quoi. On est des espèces d'antennes, quoi. Donc on n'invente rien, quoi. On fait que prendre des ingrédients, les mélanger. Il y a des gens en qui on a confiance. Par exemple, depuis le premier tome, quoi, on lit systématiquement. C'est difficile de partager quand on est en train d'écrire son histoire, quoi, parce qu'on ne sait pas trop à qui choisir et tout. Ça, on le lit à une personne, hormis notre éditeur qui, lui, nous fait pas des masses de retours. Mais on a un lecteur bêta depuis le début, quoi, qui à chaque fois on lui lit tout, on guette très attentivement ses réactions, on prend vraiment en considération ce qu'il dit. En fait là, il est crédité dans le tome 2 parce qu'il fait la couleur avec nous, il nous donne un coup de main sur la couleur. Du coup il est cité en tant que coloriste, en vrai il n'est pas que coloriste ce mec, et en plus on est... Enfin voilà, donc... On est, je sais pas comment dire, ce collectif et aussi toutes nos sources, quoi, on pourrait même pas les citer en vrai. Et c'est pas que les historiens et les historiennes, c'est aussi Star Wars et Shigeru Mizuki et plein d'auteurs de manga et BD et tout. Donc, ouais, j'ai bien botté en touche sur la question sur nous deux, mais en gros, quand même, j'ai quand même répondu, quoi. On fait tout. On refuse systématiquement ce qui pourrait nous faire gagner du temps, c'est-à-dire il n'y a pas un qui dessine un personnage tout le temps, par exemple, ou alors on pourrait dire ouais, toi t'arrives bien à faire les chevaux, tu dessines les chevaux, bah non. Du coup, celui qui dessine moins bien les chevaux, il les fait quand même, quoi. Et on refuse totalement de se spécialiser, quoi. Il y a une espèce de république idéale entre nous et qui nous paraît en fait importante, quoi. Je pense que sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens, quoi, de faire ça. En vrai, il y a je sais pas, j'y avais jamais pensé, mais il y a aussi un truc comme ça de pas se dire on va faire un truc le plus efficace possible, quoi. De refuser ça, c'est déjà aussi un espèce de choix pour nous de se dire on va pas aller au plus comme disait Youn, quoi. Ce serait logique de se dire bah ouais, celui qui dessine les chevaux, il dessine toujours les chevaux, comme ça ils sont toujours pareils. Et en fait non, c'est pas ça l'idée, quoi. C'est pas d'être efficace ou productif ou plus quelque chose et tout, quoi. C'est plutôt de se mettre genre bah tout le monde fait à peu près pareil. À la fin ça se voit plus, quoi. Et en fait il y a un truc de truc assez égalitaire, quoi, qui nous tient pas mal à cœur, en fait. Si on parle du côté un peu méta, quoi, on fait un truc sur la révolution, ça s'appelle l'égalité. On essaye de faire aussi le truc un peu comme ça, quoi. En liberté aussi. Et en liberté le plus possible. Mais c'est vraiment... la mort aussi. Et où la mort, bah à un moment. On ne fera pas déplorer la mort. Viens nous chercher quand on sera libre, ni égout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Alors moi en fait c'est presque plus une remarque qu'une question véritablement, mais ce qui ressort finalement, parce que je n'ai pas lu vos livres, hein, je vous confesse, j'ai pas lu votre bande dessinée, il me semble qu'en effet le terme qui m'a marqué c'est l'empathie. Et on a l'impression que vous ne donnez pas de jugement, ou en tout cas du moins pas de jugement hâtif justement sur tel ou tel personnage, sur telle ou telle idée partisane ou non,
Et c'est vrai que c'est intéressant justement de comparer les points de vue entre cette dame dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, qui a justement pris la cause des Noirs aussi, voilà, par exemple. Donc c'est un peu l'anti-Saint-Méry, entre guillemets, et puis elle s'approche aussi un peu d'Olympe de Gouges aussi, par rapport à ses engagements en tant que femme politique déjà, on peut dire. Et c'est vrai que ça c'est un exemple intéressant justement d'un personnage qui n'est pas très grand public, qui n'est pas très connu, et que vous pouvez aussi mettre en valeur. Et en fait justement il y a le deuxième mot à côté de l'empathie, c'est la matérialité en effet, et je pense que c'est quelque chose que permet la fiction ou le roman, mais aussi la bande dessinée. Parce que justement en fait le dessin permet justement de diffuser des images précisément, et donc quelque part la foison de détails qu'on n'a pas besoin justement de trop développer dans un texte écrit, etc., et on le transmet justement par l'image. Et vous savez par exemple un tome, enfin je veux dire un monument littéraire comme La Recherche du temps perdu, c'est vrai que par exemple le recours à la bande dessinée il est intéressant parce qu'il y a tellement de détails justement dans tout ce que dit Proust, etc., que finalement l'intrigue des fois on peut être amené à la perdre à force de détails, et là justement on la retrouve aussi. Et dernière chose, en fait, le fait que ce soit justement un peu un roman choral, entre guillemets, ou justement une œuvre chorale, ça permet justement de confronter les points de vue et peut-être encore plus aller dans ce côté empathie, dans ce côté, la complexité du phénomène révolutionnaire qui est extrêmement complexe, en fait, qui ne peut pas être résumé évidemment en peu de mots. Et je pense que vos partis pris sont extrêmement intéressants de mon très modeste point de vue. Et en tout cas, et aussi une note sur la graphie, entre guillemets, sur le dessin lui-même, qui me paraît vraiment bien réalisé, vraiment intéressant. Donc voilà, en tout cas, je ne vais pas en dire plus parce que justement, j'ai pas encore lu vos livres, mais en tout cas, non. Ce qui ressort de la conférence, c'est que c'est quelque chose de vraiment... La complexité des personnages, en fait, la complexité du phénomène, un peu. C'est un peu... C'est ce qui ressort de la lecture, hein. Faut avoir envie de complexité, c'est clair, hein. Je pense que sinon c'est horrible. C'est une bande dessinée exigeante, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on en ressort transformé. Non, encore une question. Non, une toute petite remarque sur les couleurs qui sont extraordinaires dans le bouquin, parce que globalement, il y a des dominantes bleu, blanc, rouge, hein, ce qui va bien avec le sujet, mais s'il faut mettre du vert ou du jaune, vous ne vous l'interdisez pas. Et j'ai trouvé ça à la fois élégant et très pertinent, et encore une fois très inhabituel en bande dessinée. Alors, moi j'ai vu les planches originales exposées lors d'Angoulême à la parution, juste avant la parution, au moment de la parution du premier tome, qui sont en noir et blanc, sans les, voilà, et en grand, j'étais exposé en grand format dans une galerie avec les Ferrero Haché qui sont leurs éditeurs. Et j'avais du mal à m'y retrouver en regardant les planches en noir et blanc. La première scène du premier volume où il y a une course-poursuite dans une manufacture, ça part dans tous les sens, et l'utilisation de la couleur fait que c'est complètement éclairant. On n'est absolument pas perdu dans ce tumulte, parce que c'est un vrai tumulte, ce qu'est une révolution. Et je pense que pour les révolutions, on a vécu quand même à la télévision les révolutions, les printemps arabes, avec justement plein de factions dans tous les sens, des gens perdus au milieu, et c'est exactement ce que vous montrez aussi. C'est une révolution, c'est un moment de bascule où tout le monde essaye de s'en sortir, de tirer tout de son côté et passer à la prestation ou c'est d'autres. Il y a un ordre qu'on vient d'abattre et qu'il y a un ordre qui est en train de se créer. Et on est pris dans ce tumulte. Enfin, surtout dans le premier volume, le deuxième volume est un peu différent. Dans ce côté tumulte. En tout cas, c'est vrai, sur nos sources, on n'en a pas parlé. Et alors que c'est, par exemple, les printemps arabes, c'est une de nos sources. Parce que comme on ne sait pas comment c'était à l'époque, pareil, tout à l'heure, nous, on n'est pas parisiens, quoi. Moi, j'ai jamais habité ici. Et tout à l'heure, je me suis retrouvé, je me baladais et j'arrive à Stalingrad, quoi. Et pour moi, le métro Stalingrad, c'est les trucs où il y a plein de mecs qui fument du crack et tout, machin. Et je me dis, trop bien. En fait, tu vois, c'est ici qu'elle est Marie. Là, il se passe un truc qui ressemble à ce qui se passe sous le quai de Guèvres dans Liberté. En fait, c'est ça la vie, quoi. Donc, en l'occurrence, je suis passé vite fait, je suis pas trop allé m'acoquiner. D'ailleurs, j'ai pas trop vu de mecs qui fument du crack. Ils ont été virés, pour l'instant. Mais en tout cas, ça, pour nous, c'est vraiment... c'est clair, on n'arrête pas de se poser la question, quoi. À quoi ça peut ressembler? Et en fait, il n'y a pas que l'histoire, il y a vraiment le présent... Nous, on part du principe que voilà, les gens à 200 ans près, ils sont quand même les mêmes, hein, globalement. Ok, alors on va tirer un autre fil, c'est ça? Non, on tire un fil. Les clins d'œil à notre époque, à aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça, ce serait pas la place de la République hein?
Est-ce que ce monsieur que personne n'a reconnu, bien sûr, n'aurait pas un petit rapport avec quelqu'un qu'on connaîtrait, peut-être pas une monstrueuse canaille, ou peut-être si je sais pas. Mais voilà, ce rapport à ces clins d'œil à aujourd'hui, c'est une couche de plus. En fait, il y a pas mal de couches, parce que tu pourrais presque faire une lecture, par exemple, de la Révolution sur les... je sais pas, il y a plein de références tout le temps, quoi. On aime bien faire risquer les anachronismes ou ouais. Bon, puis il y a plein de musiciens, quoi. Dans la BD, les gens les reconnaissent des fois, mais pas toujours, ça dépend lesquels. Il y en a vraiment plein. Oui, et il y a aussi des Marie, elle a vraiment une influence directement, elle vient directement d'un manga des années 60, quoi, clairement. C'est la part en fait, pour dire le vrai, la part de vraisemblable et de faux pour construire tout ça. Un peu comme, le rapport est un peu osé, mais un peu comme dans les romans de James Bond où en fait pour dire quelque chose de vraisemblable du personnage, il va inventer complètement quelque chose qui semble vrai mais qui est complètement faux. Donc en gros c'est dire le faux c'est créer le faux pour dire le vrai, et pour que le lecteur en fait se sente complètement dans le... chez moi ça m'avait vachement frappé chez John Irving, je me rappelle quand j'ai découvert ça, j'ai eu vraiment une passion pour John Irving, quoi. Et je sais pas si vous lisez ou si vous avez lu ou si vous connaissez, c'est des histoires où c'est rocambolesque, quoi. Il peut se passer des trucs mais c'est n'importe quoi, et c'est justement parce que c'est ça qui se passe qu'en fait c'est hyper réel, mais beaucoup plus que un truc qui serait vraiment réaliste, quoi. Moi je suis carrément d'accord avec ça, quoi. Le vrai il surgit par accident au milieu du chaos, quoi. Et là, je sais pas du tout comment le réel, la véracité ou la vraisemblance. Le vraisemblable. Quoi, ouais. Tout est faux, mais tout est vraisemblable, quoi. Surtout avec des personnages créés, en fait, le vraisemblable est essentiel. Tu vois, il y a un peu une carte de marionnette, en fait, il y a Zemmour, il y a David Bowie, il y a... c'est ça les personnages, il y a nos copains, c'est n'importe quoi, en fait. La recherche d'objectivité déjà nette toutes ces vérités qui s'entrecroisent aussi, en fait, de façon générale dans l'histoire, en fait. Donc je pense que... Et puis il y a notre petit théâtre, en fait, perso, à nous, de ce qu'on aime bien, en fait, il y a tous nos petits doudous là-dedans. Hein. Et on peut demander à être dans le tome 3. Ah, c'est cher. Il y a des tarifs. Il y a des tarifs. Bon. Pierre Serda, il a payé cher. Ah, bah oui, il a payé de sa personne. Déjà, en écrivant la passe. On révèle qu'en fait, c'était le prix de sa... C'est ça, oui. Bien, on va s'arrêter là parce que sinon on pourrait continuer jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup d'avoir essuyé les plâtres de cette première édition du Café BD Histoire, c'était passionnant. Merci au public d'être venu. Merci beaucoup. Et puis la soirée n'est pas finie parce que si vous voulez des dédicaces, c'est possible. Il y a des livres là si vous ne les avez pas pour les acheter. Et donc voilà, tout est ouvert. Ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les pondra.